Vendredi 21 mars 2025, monsieur. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation d'Ordre Jauza. Au sommaire de ce journal, à Maradi, dans ce mois de Ramadan, nombreuses sont les associations qui organisent des ruptures collectives à l'endroit des personnes démunies. Comment elles s'organisent pour ce geste? Réponse dans ce journal. Les journalistes et acteurs de la société civile de Maradi ont été formés sur le traitement médiatique de la migration. Nigeria attaque sur le plus grand oléoduc du pays d'une capacité de transport de 450 000 barils par jour. Au Soudan, l'armée affirme avoir pris le contrôle du palais présidentiel. Monsieur, dames, bienvenue dans ce journal. Le mois de Ramadan est un moment de solidarité, particulièrement envers les personnes les plus vulnérables. À Maradi, plusieurs associations caritatives prennent l'initiative d'organiser des repas de rupture collective du jeûne pour les démunis, permettant ainsi à ceux qui sont dans le besoin de rompre leur jeûne dans de bonnes conditions. C'est le cas de l'association Tigre Bambirni de Karkara. L'impact de cette activité de l'association sur la communauté est remarquable. Ali Kalla, président de l'association. A bara ma irin wannan lokacin mun yi irin wannan aikin. An ce watan azumi ya kama kowa na kokari bakin irin nashi kokari. Chaque année, nous organisons des séances de rupture collective à l'endroit des personnes démunies. Nous le faisons car nous sommes dans le mois de Ramadan, un mois de partage. Nous ciblons les personnes âgées, les handicapés et les démunis pour leur redonner le sourire après une journée de jeûne en leur offrant les mets que nous leur préparons. Si vraiment on arrive à avoir des associations comme nous pourront espérer mettre fin à la mendicité des personnes âgées et handicapées. Saboda na kasa amma idan ana zuwa wurin su tunda an san inda suke ana taimaka musu da haga abubuwan sai su rage sai a tsaida su wuri guda to alhamdulillah wannan shekarar ma mun gabatar da wannan shan ruwa wajen su abinci muke ta da musu mai kyau ya zama da mai kyau ingantaccen abinci ba mu cewa ko dan mun ga sana da nakasa ko kuma suna bara za mu taya mu nemi abinci wanda Pour les plats, nous préparons soit du riz ou de la pâte alimentaire avec une sauce légumineuse. Nous leur offrons de l'eau et des fruits pour la rupture. in ka dau haga kwai abu ne wanda yake na gina jiki kayan miya irin yanda ya kamata to sai mu ga mu musu kuma da abun bude baki irin kankana da ruwan sha to mu dai duk lokaci da za mu yi wannan za mu yi abincin mutum 200 sau da yawa wani lokaci in muka je muka raba musu muna ƙara maimaita musu kenan ya zama na a wadace kamar in ba su kai adadin wannan yawan ba muna maimaita. À Tigre Bambirni de Karkara, nous préparons 200 plats et nous nous organisons entre nous pour avoir ces fonds. Nous cotisons entre nous. Nous ne demandons personne à nous aider, mais nous envisageons d'inviter certains à nous assister davantage pour préparer ces ruptures collectives à beaucoup plus de personnes. Amma muna dibin kamar wasu wanda muke ganin suna da kishi na ganin cewa ya kamata in sun samu ne su taimaka su kama to kuma su ma suna da niyya na san nan gaba Allah ya yarda kamar yanda suke ganin muna yi muna san za su taimaka nan gaba. 10 journalistes de Maradi et 5 acteurs de la société civile ont suivi hier une formation sur la migration organisée par la Fédération internationale des journalistes en collaboration avec le gouvernement Niger. Cette session visait à renforcer les compétences des participants en matière de couverture journalistique de la migration. Selon les formateurs, Ismaël Abdoulaye, journaliste à l'Événement Niger, il appartient aux Nigériens de raconter la réalité de la migration telle qu'elle est vécue dans leur pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet qui regroupe 3 pays, à savoir le Niger, le Sénégal et la Gambie. Le projet Informa vise à améliorer la couverture de migration dans ces 3 pays à travers des ateliers de formation. Déjà, nous avons fait l'étape des Andes. Aujourd'hui, nous sommes à Maradi pour le compte de cette formation, dont l'objectif maintenant est de donner aux journalistes et acteurs de la société civile des outils nécessaires maintenant pour mieux couvrir la migration. C'est un sujet, la plupart du temps, qui n'est pas beaucoup intéressé par nos journalistes. La plupart du temps, quand un journaliste parle de la migration, c'est pour parler des drames, de morts, ou bien un communiqué officiel qui concerne le migrant, ou bien une politique sur la migration. On ne fait que souvent relayer
les productions des médias internationaux, alors que nous sommes à nous-mêmes une source d'information sur la migration, parce que en même temps le Niger a une place stratégique sur la migration. C'est en même temps un pays de départ, un pays de transit et un pays de destination. C'est ce qui fait que maintenant nous sommes le mieux placés pour donner des informations sur la migration aux médias internationaux et vraiment à tout celui vraiment qui veut s'informer sur la migration au Niger. Dans les pays du Sud, la migration est mal couverte. C'est-à-dire elle est mal couverte parce qu'à chaque fois, comme ce que j'ai annoncé, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on ne fait que reproduire le fruit maintenant des médias internationaux. Alors que nous sommes le mieux placés pour donner des vraies informations sur la migration. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas à cette question comme si c'est une thématique qui n'a pas une importance, alors que mais dans le coulisses, c'est une thématique vraiment qui parle de l'humanité. L'histoire d'un peuple se retrace par la migration. Tout un peuple qui s'installe, toute une population, toute une communauté, elle est l'objet d'une migration. C'est pour cela, maintenant, malheureusement, nos journalistes ne s'intéressent pas à cette thématique, mais il y a lieu maintenant de savoir mais comment les encadrer pour mieux couvrir la migration. Cet atelier ne concerne pas seulement le journaliste, il implique également les acteurs de la société civile, parce que à travers eux, ce sont des défenseurs des droits humains. Et c'est un cadre d'échange et de données sur leur expérience par rapport à la migration. Dans un monde en constante évolution, les femmes divorcées se retrouvent souvent à un carrefour décisif de leur vie. Certaines choisissent de se concentrer sur leur carrière et leurs affaires, se défiant de la pression sociétale qui les pousse parfois à envisager le remariage. Cependant, d'autres femmes, tout en étant conscientes des défis que présente le célibat, nourrissent le désir de retrouver l'amour et la stabilité d'un partenariat. Pour ces dernières, le remariage représente non seulement une priorité, mais aussi une manière de réaffirmer leur identité et de construire un nouveau chapitre de leur vie. Reportage Alkamato Momombash. Pour beaucoup d'entre elles, le commerce représente une opportunité de réinvention et d'autonomie. Gagner sa vie par soi-même peut être un moyen de retrouver confiance en soi. D'autres femmes, malgré leur expérience passée, restent ouvertes à l'idée de l'amour. C'est le cas de Ouma, une femme divorcée qui vend de la nourriture. C'est le temps avec la volonté de Dieu. Je me remarierai s'il plaît à Dieu, car se remarier me permettra de couvrir ma dignité. Hadiza, une femme divorcée qui s'est remariée et en même temps commerçante. Pour elle, se remarier est une priorité pour les femmes. Si tu préfères rester sans te marier juste pour le commerce, tu n'as pas pris la bonne décision, car le mariage est une couverture, quel qu'en soit le commerce que tu faisais. Sans te remarier, ta dignité est minime. Hadiza ajoute que l'épanouissement personnel peut coexister avec une vie sentimentale. Les femmes doivent exercer des commerces au moins pour assister leur mari. Compte tenu de la cherté de la vie, les femmes sont obligées d'exercer le commerce pour pouvoir intervenir dans le besoin quotidien, qu'elle soit la femme divorcée ou mariée. À cette époque, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'apprendre aux femmes certaines activités pour qu'elles puissent gagner quelque chose afin de soutenir leur mari en cas de besoin. Les raisons derrière ces choix sont multiples. Les expériences personnelles, le soutien familial et même les attentes sociétales jouent un rôle important. Mais au-delà de cela, c'est une question de priorité. Pour Bassirou Abou, enseignant sociologue, le recours à la loi islamique est possible. Ces femmes-là, beaucoup d'entre elles veulent se remarier, mais la société les a lâchées, donc elles sont obligées d'exercer certaines activités pour pouvoir nourrir leurs enfants. En effet, s'il y a une prise en charge pour leurs enfants, ce que dit la loi islamique, on n'aura aucun problème. Et toutes les femmes souhaitent une vie de couple pour garder leur dignité. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, cet argent sera plus utile quand tu t'es remarié. Le chemin vers le remariage pour les femmes divorcées est semé d'embûches économiques et sociales. Cependant, avec soutien et résilience, ces femmes montrent qu'il est possible de redéfinir leur avenir. L'amour et les opportunités ne devraient pas être limités par le passé. L'important est de faire le choix qui résonne avec ses ambitions.
Actualité internationale à présent. Moustapha Menassara, bonjour. Bonjour, Gerzaou. Commençons par le Nigeria, premier producteur de pétrole brut en Afrique qui fait face à une nouvelle crise majeure dans son secteur pétrolier. En effet, l'oléoduc Trans-Niger, l'un des principaux axes de transport du brut du pays, a été frappé par une explosion dévastatrice. En effet, oui, cette attaque survenue le 17 de ce mois dans l'état du Rivers met à mal une infrastructure stratégique essentielle au bon fonctionnement de l'industrie pétrolière nigérienne, rapporte le média Reuters. L'incident soulève une série de préoccupations tant sur le plan économique qu'environnemental. L'oléoduc Trans-Niger, long de 118 km, est capable de transporter jusqu'à 450 000 barils de pétrole brut par jour, soit une part considérable de la production quotidienne du pays. Cet oléoduc exploité conjointement par le Renaissance Group et la Nigeria National Petroleum Company Limited (NNPC) joue un rôle déterminant en acheminant le pétrole brut onshore des champs terrestres sur les terminaux d'exportation. L'attaque survient à un moment critique alors que le Nigeria tente de stabiliser sa production pétrolière. Après plusieurs mois de fluctuations, la production a connu une légère hausse en janvier 2025, atteignant 1,539 millions de barils par jour contre 1,485 millions de barils par jour en décembre 2024, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Mais avec cet incident, toute la dynamique de reprise pourrait être sérieusement perturbée. Cet incident entraîne de retard dans l'approvisionnement et perturbe la chaîne d'exportation du brut, un secteur. Renaissance Group, un acteur clé du secteur énergétique nigérien, a réagi en envoyant immédiatement une équipe d'enquêteurs sur le site de l'explosion. L'objectif est de déterminer les causes exactes de l'incident, d'évaluer les dommages et de prendre les mesures nécessaires pour limiter les impacts économiques et écologiques. Le groupe, qui regroupe plusieurs sociétés, est déterminé à limiter l'étendue des perturbations et à remettre l'oléoduc en service dans le plus bref délai. Merci Moustapha pour ce détail. L'armée soudanaise a repris vendredi 21 mars le palais présidentiel aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR après une bataille acharnée près de 2 ans après le début de la guerre. Nos forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes, a déclaré un porte-parole de l'armée, Nabil Abdallah, dans une déclaration diffusée par la télévision d'État. De son côté, Khalid Al-Aïsser, le ministre de l'Information, a publié un rapport sur X que les militaires avaient repris le palais. Aujourd'hui, le drapeau est hissé, le palais est de retour et le voyage continue jusqu'à ce que la victoire soit complète, a-t-il écrit. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des soldats à l'intérieur du palais présidentiel. Un officier soudanais portant des épaulettes de capitaine a confirmé que les troupes se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte. Le palais y semble en partie en ruine. Les soldats faisaient crisser des trilles cassées sous leurs bottes, portant des fusils d'assaut et des lance-grenades. Ils ont scandé « Dieu est le plus grand ». L'armée va continuer à progresser sur tous les fronts jusqu'à ce que la victoire soit complète et que chaque parcelle de notre pays soit purgée des milices et des partisans, a-t-il ajouté en référence au FSR. Le palais semble en partie en ruine. Des soldats donc y rentrés par tous les points. Des coups de feu sporadiques ont été entendus dans la capitale ce vendredi sans que l'on sache s'il s'agissait de combats ou de célébrations. Les FSR n'ont pas immédiatement reconnu cette perte qui ne mettra probablement pas fin au combat avec leurs alliés. Elles détiennent toujours des territoires ailleurs au Soudan. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.